Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Carl Boulian, notre chroniqueur. Il va nous parler de l'épuisement professionnel, le burn-out. On a plus tard à l'émission aussi notre collaborateur Jean-François Plouffe qui vient d'Action Autonomie et pour sa part, il va nous parler du consentement aux soins. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question, en fait, on se pose la question, peut-on tout pardonner? Alors, c'est le menu de Folie douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec Raphaël Dénommé et la chanson s'intitule Vampire de l'Est. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueur, Carl Boulian. Bonjour, oui, Carl. Bonjour. Ça va bonjour, bien? Oui, ça va très bien. Ben oui. On t'a déjà entendu sur nos ondes comme invité, mais là, tu viens comme chroniqueur. C'est vraiment intéressant de pouvoir parler de ça parce que c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de gens. Donc, j'aimerais que on parle en fait de l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Ouais. Il y a beaucoup de recherches que tu as faites et puis que tu peux nous livrer en ondes, justement. Oui, ben c'est ça. Ben, burn-out, épuisement professionnel. Burn-out vient du mot brûler, qui veut dire surchauffer. On dit d'ici 2020, là, ça va être l'épuisement, ça va se classer parmi les principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale. Puis en termes de chiffres, on dit aussi qu'au niveau du milieu de travail, ça coûte aux entreprises au Canada à peu près 14% de leur profit net annuel au niveau des assurances salaires et tout ça. Là. C'est toujours ça qu'on s'est dit. La santé mentale, souvent, va peut-être s'améliorer quand ça va faire mal, quand les gens vont réaliser, pas juste le gouvernement puis les hôpitaux, tout ça, mais le milieu du travail. Exactement. Il faut que le milieu du travail s'investisse là-dedans aussi. Il y a des mesures à prendre et tout ça. Moi, je vais vous parler d'une chose un peu, justement, au niveau personnel. Moi, j'en ai vécu un dans la dernière année. Un burn-out, c'est un peu comme un moteur qui a sauté. Une batterie qui est à terre. C'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Là. Oui, t'as plus de jus, ton compte en banque est à zéro. Dans le langage sportif, si tu veux, c'est une blessure au haut du corps avec un arrêt temporaire. Oui, c'est ça, exactement. C'est à peu près ça. Exactement. T'as été mis en échec puis t'es KO. Ouais, ça a toujours été mal connu. Puis, tu sais, on dirait qu'on utilise ça à toutes sortes de sauces, mais effectivement, dit comme ça, je pense au niveau médical, il n'y a pas de terme exactement, parce que quand tu es en arrêt de travail par rapport à un épuisement, le mot épuisement n'est pas mentionné nécessairement par les médecins. Tu sais, c'est pas un terme médical qui est employé. On va dire, mettons, trouble d'adaptation ou name it, des choses comme ça. Oui, ou des maladies là, très dépression connues. majeure. Exactement. Ça peut mener à une dépression, justement. Puis, tu sais, moi, je n'ai vécu un dans la dernière année. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. Quand tu as un problème avec ton genre, tu vas voir un mécanicien. Ben, moi, je suis allé voir un médecin. Exactement. Puis, j'ai justement quelque chose pour toi. Oui, OK. On va voir si t'es un bon acteur. Je t'ai fait imprimer. Tu vas jouer le rôle du médecin. Je trouve que tu fais dans le rôle du médecin. Tu m'as donné ça. Hein? Oui, je t'ai donné un rôle. Fait que tu vas jouer le médecin. C'est un peu le parallèle de quand je suis allé voir le médecin dans la dernière année. Là, comment ça s'est passé. On va expliquer aux gens. Dans le fond, c'est les gens qui n'ont pas eu recours à ce genre de service-là. Ça se passe comment, en gros? Puis, on le fait sans prétention. Là. Exactement. Fait que là, tu joues le rôle du médecin. Fait que là, je rentre dans le cabinet. OK? Parfait. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoute, j'en peux plus. Je suis vidé, docteur. On dirait, je sais pas. J'ai plus d'énergie. Je suis plus capable. Vous savez un peu, peut-être, ce qui vous a rendu là? Ou Ben oui. Écoute, je perds 3 heures au moins dans le transport à chaque jour, à la job. On dirait que je dors plus. J'ai 2 jeunes enfants. En plus, à tous les soirs, je me réveille. En plus, j'ai des problèmes financiers. À la job, écoute, je suis dans un bureau, il y a 3 personnes, ça parle au téléphone, il n'y a pas de séparateur. On dirait que je suis capable. Si vous voulez, je pourrais vous poser quelques questions, ça va m'aider à mieux comprendre là, de quoi il s'agit. Est-ce que vous ressentez une fatigue constante? Écoute, je suis tout le temps fatigué. Fait avant ça, je prenais du café, j'en prends 5 par jour, puis on dirait que ça fait plus effet. Là. Avant ça me réveillait, mais là, même avec 5 cafés, on dirait que je suis tout le temps fatigué. Là. Au niveau physique, est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs quelque part? J'ai mal dans le dos. J'ai souvent mal dans le dos. J'ai des tensions au niveau des épaules souvent. Là. Je peux dire que de ce côté-là, j'en ai parfois. Là. J'ai mal dans le dos souvent. Là. Vous disiez tantôt, vous vous réveillez souvent. Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil? Ça, c'est pas nouveau. Mettons, je fais de l'insomnie depuis un bout, mais là, on dirait que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. J'ai de la misère à m'endormir.
j'écoute la TV, puis ça sert à rien, puis on dirait que mon cerveau arrête pas de rouler, puis on dirait que le sommeil, le matin, je suis pas capable de me réveiller, je resterai dormir, je resterai dans le lit toute la journée. OK. Est-ce que vous avez des troubles d'alimentation, ce problème à ce niveau-là? Bah, pas si pire, là. C'est sûr que je mange plus de fast-food puis de chocolat un peu, des sucreries, des choses comme ça, là. On dirait que je mange moins bien qu'avant, là. J'ai souvent des brûlements d'estomac, là. Côté libido? Mettons que ça, c'est pas fort. Ouais, non, c'est pas très fort, là. On dirait que j'ai même pas d'énergie pour ça, puis je me rappelle même pas de la dernière fois, finalement, que... Ouais. Est-ce que vous vous sentez irritable, les proches autour de vous? Est-ce que ça vous dérange, ça vous rend irritable? Mettons qu'à la job, je suis pas mal plus impulsif, là. On dirait que la moindre affaire, je suis comme ça défensive, puis j'ai quasiment peur parce que on dirait que la moindre affaire va me faire sauter, là. J'ai l'impression que je vais sauter, puis je veux pas en arriver là. Ouais, vous sentez que ça fait peut-être perdre le contrôle, puis mettons que la soupape est au max. Là. Ouais. Êtes-vous déprimé en général? Non, je sais pas trop, là. On dirait que je suis vidé, j'ai un vide, on dirait que j'ai plus le goût de rien, là. Je suis pas de motivation, je suis comme... On dirait que j'ai même plus le goût de faire ce que je faisais avant. Je joue au hockey tous les semaines, puis là, ça me tente plus de sortir, j'ai plus le goût de rien. J'ai juste le goût de rester chez nous, rien faire, regarder la TV. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on pourrait prendre en note? Y a d'autres choses que vous ressentez? C'est sûr que je fais des erreurs souvent à job. On dirait que je faisais pas ça avant. On dirait que j'ai plus de concentration. Là. Je suis plus capable de retenir. J'ai souvent des oublis. J'oublie plein d'affaires. Puis on dirait que je vois plus de solution. Tout est une montagne. Là. Je suis comme... Je sais pas. Je sais pas. Vous pensez au suicide? Un peu. Mais c'est sûr que je ferais pas ça parce que j'ai deux jeunes enfants. Là, fait que c'est pas... Mettons que je suis pas rendu à vouloir là, me suicider. Là. J'ai pas de plan nécessairement. Là. Donc, vous n'aviez pas de plan en lien avec le suicide? Je n'ai jamais vraiment pensé. Non. C'est juste des pensées vagues. Là. C'est juste que comme je vois quasiment pas de solution. Je vois pas de solution. Là. C'est comme... Mais pas pour me suicider. Non. Mm-hmm. C'est savoir... je sais pas vraiment qu'est-ce que j'ai ou quoi, mais ce serait quoi le traitement Ce que vous me dites, ça m'éclaire beaucoup. Je pense que d'abord, il faut refaire votre moteur. Comme vous parlez tantôt du moteur, là, dans le fond, il faut recharger un peu votre batterie, parce que ça va prendre un peu de temps. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut changer rapidement. Il faut on peut prendre le temps de le faire, mais on peut y arriver. Je pense qu'effectivement, vous avez un problème, vous souffrez probablement d'un épuisement professionnel. Ça arrive souvent, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. C'est un peu un trouble d'adaptation là, dans notre jargon là, comme médecin. Vous avez plusieurs symptômes dépressifs. On remarque qu'il y a plusieurs symptômes que vous mentionnez qui veulent dire un peu ça, qui me mentionnent ça, qui me fait voir ça. Ça peut arriver en fait à n'importe qui. Hein, on en parle beaucoup. Vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est un peu un mal du siècle. Là. On entend beaucoup de gens qui ont des épuisements professionnels avec toute la pression qui est mise chez les gens. Mais ça affecte aussi souvent les personnes les plus productives. Puis ceux qui se donnent beaucoup, ceux qui sont perfectionnistes, qui donnent sans compter, qui se prennent un peu pour des sauveurs. Donc c'est quand même... c'est quelque chose, il faut y voir quand même, il faut s'y intéresser là, avec vous. Ben écoute, merci Yvan. Je trouve que vraiment, là, en acting, c'était peut-être une seconde carrière qui c'était pas mal. pour rappeler les gens qui viennent se joindre à nous, on a fait un peu une mise en situation parce que tu nous parles, Carl, du burn-out, de l'épuisement professionnel. Puis c'est comme ça que ça se passe. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, à peu près. Là, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé quand je suis arrivé chez le médecin et tout ça. Puis vraiment, la fatigue, les symptômes, tout ça, c'est lourd. Puis vraiment, les solutions, ben justement, t'es ancré dans... t'en vois presque plus ou plus pantoute. Ouais. Fait que, tu sais, à la suite du rendez-vous avec le médecin, on peut dire qu'il m'a proposé un plan. Ouais. Parce que j'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, il m'a dit ça va être du repos, un arrêt de travail. Ouais. Bon, arrêt de travail veut dire envoyer un papier à l'employeur puis tout met en arrêt de travail. Puis là, c'est justifier des inquiétudes parce que là, tu te dis, ça va-tu être accepté? Je vais-tu avoir de l'argent quand même? Fait que là, le côté financier, c'est un stresseur. Là. Ça te stresse c'est pas le temps de se faire stresser non. par ça. Non, exactement. La deuxième affaire qui m'a suggéré fortement, c'est d'avoir un suivi psychologique aussi. Moi, j'avais un PAE, donc Programme d'aide aux employés. Donc, ça a été une avenue possible. Pour ceux qui n'en ont pas, à ce moment-là,
la possibilité d'aller vers un CLSC avec les délais d'attente qui peuvent être des fois un petit peu longs. Un PAE, tu veux dire, c'est dans l'entreprise, quoi, tu as de l'aide? Exactement. C'est souvent, quand tu es dans une entreprise, tu as une assurance. Certaines entreprises ont une assurance. Puis avec l'assureur, il peut y avoir un PAE, mais aussi les assurances peuvent payer jusqu'à un certain montant par année. Exactement. OK. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, le délai d'attente est souvent moins long que si tu vas dans le réseau de la santé, puis avec plus de délai d'attente. Ça aide pas mal. Hein? Ça aide pas mal. Puis la troisième chose qu'il m'a aussi proposé, c'est au niveau de la médication. Moi, j'en avais déjà eu dans le passé. J'avais un trouble d'anxiété généralisé. Donc, j'avais déjà un antidépresseur. Bon, il m'a proposé peut-être de potentialiser ça avec un autre médicament. Okay. Il y a ce côté-là aussi. Il m'a suggéré fortement de faire des activités physiques. Étant donné que, oui, ça fait du bien, ça te fait sortir et tout ça. Donc, je me suis remis tranquillement à faire du sport, à faire un peu de hockey. De reconnecter peut-être avec des familles, amis et tout ça. Exactement, parce qu'on a tendance à s'isoler beaucoup. Ouais. Hein, on reste dans nos affaires, puis on veut pas que les autres voient ce qu'on vit, parce qu'il y a une certaine honte, veux pas. On dirait que tu te sens... En plus, tu te mets le poids sur les épaules, tu te sens coupable d'être comme ça, tu as peur que les autres te jugent. Fait que c'est pour ça que tu t'isoles aussi plus, parce que tu veux pas qu'ils remarquent ça, puis tu veux pas que... Est-ce qu'on a l'impression, mettons, qu'on a mal géré notre énergie? C'est un peu ça, peut-être. Dans le fond, on travaille, mais on se dit, ça veut dire que ça doit être de ma faute que j'ai mal géré le Exactement, tout. c'est comme un échec. Ouais, on dirait qu'on a échoué en quelque part, puis on a honte de ça. Ouais. Alors que justement, tu te donnes, mais à un moment donné, c'est ça, la batterie s'use. Ouais, faut faire attention. Exact. Puis la cinquième affaire, c'est d'avoir une routine de vie qui soit assez stable, dans le sens d'avoir des heures de sommeil quand même assez régulières, une alimentation qui a de l'allure. Ouais. Puis justement, c'est ça, briser l'isolement. Dirais-tu que tu t'écoutes plus, justement, à cause de ça? Ça fait peut-être 1 an, mais est-ce que tu es plus à l'écoute de toi-même pour pas dépasser des limites? Je pense que ça arrive pas pour rien, justement. Puis c'est comme une lumière qui est allumée. Puis cette lumière-là, c'est pour te faire prendre compte qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la façon dont tu gérais ta vie. Ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, c'est un moment aussi pour observer qu'est-ce qui marche pas dans la mécanique. C'est quoi que je pourrais changer pour pas retomber là-dedans, finalement. Mm-hmm. La bonne affaire, c'est que souvent, après un épuisement, la lumière a tendance à allumer plus vite. Tu la vois venir plus rapidement parce que tu veux pas retourner là. Et tu le sais un peu à quoi t'attendre, tu peut-être es plus alerte, là, c'est ça, là-dessus. Exactement. C'est fort intéressant, Carl. Écoute, on va pouvoir en parler encore longtemps. Je pense qu'on va d'ailleurs faire une autre chronique là-dessus parce qu'il y a beaucoup de matériel à donner. Mais j'aimerais que tu, pour le bénéfice des auditeurs et aux auditeurs, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un qui nous écoute et qui a peut-être les symptômes qu'on mentionnait tantôt, qu'est-ce qu'il doit faire dans un premier temps? Il y a plusieurs. Il y a une couple de portes qu'on peut aller frapper à ce moment-là quand on vit une situation comme ça. C'est sûr, moi, je vais parler du médecin. Oui, c'en est une, effectivement. Il y a peut-être aussi au niveau du CLSC sur l'accueil psychosocial, sur les heures d'ouverture, tout ça, c'est une autre porte qu'on peut utiliser. En général, tu parles aussi d'un médecin généraliste, donc un médecin qui est accessible dans des cliniques ou à l'hôpital. Médecin de famille, c'est un médecin de famille. Si tu n'as pas de médecin de famille sur une clinique sans rendez-vous, on va éviter l'hôpital dans ce moment-là parce qu'on entend... avec les urgences qui ont toujours de la misère, éventuellement, ce sera peut-être pas ça, mais là, c'est trouver un autre moyen. Fait que le CLSC peut être un bon moyen, l'accueil psychosocial. Il y a le 811 qui est vraiment aussi... vraiment utile parce que c'est 24 heures sur 24. Par téléphone, donc c'est pas c'est comme le 911, mais 811, c'est ça? Exact, faites pas le 911, mais c'est de l'info-santé. Le 811, info-santé, info-social, il y a l'option, on peut choisir info-social, puis c'est sûr que si vous avez des idées suicidaires, à ce moment-là, n'hésitez pas. Ça, c'est ouvert en tout temps. Dans le fond, le 811, on peut avoir des conseils. Exact, 24 heures sur 24, puis ils sont en lien avec les hôpitaux et les CLSC, donc il peut y avoir des références qui se font. Merci beaucoup, Carl Boulian, c'était vraiment intéressant. Il faut qu'on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Encore sur le burn-out, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu vas revenir dans une prochaine émission. Oui, ça va me faire plaisir. C'était bien intéressant, merci. Merci. À bientôt. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous poses une question, ou en tout cas tu nous rapportes une question. Peut-on tout pardonner? Oui, je trouve que c'est une bonne question. Ça ne réfère pas à une maladie mentale, mais c'est un problème auquel on a tous à faire face, je pense, au cours de la vie. Une question morale et éthique importante. Là, oui. C'est de la gestion d'émotions. On parle d'émotions ici. Exactement, oui. C'est un article écrit par Mme Caroline Franc-Desage, qui est journaliste et auteur. C'est sur le site l'express.fr, un site français.
Et cette madame, remarquez que je ne suis pas d'accord là, avec tout ce qu'elle nous dit au cours de l'article, là, je tiens à le dire, mais c'est quand même intéressant. Il y a de bons points. Ouais. Elle nous dit infidélité, trahison, maltraitance ou crime plus odieux. Pour certaines victimes, le pardon relève de l'impossible. Pour d'autres, il est une nécessité dans leur reconstruction. Peut-on vraiment tout pardonner? Et vous vous rappelez sûrement l'incident qui est arrivé en 2003 alors que le chanteur du groupe français Noir Désir, M. Bertrand Cantat, avait tué sa compagne Marie Trintignant. Ouais. Ça s'était passé en Lituanie. En Lituanie. Ça avait mal passé dans l'opinion publique, ici même aussi, puis en France. Oui, il était supposé venir faire participer à un spectacle au TNM, puis les gens avaient beaucoup protesté. Oui, ça avait eu des échos, peut-être internationaux, je ne sais pas, mais M. François Cluzet a déjà confié lors d'une interview qu'il ne pardonnerait jamais à Bertrand Cantat d'avoir tué Marie Trintignant, qui était son ex-compagne et la mère de son enfant. Un cri du cœur qui fait écho en chacun de nous, mais qui aussi pose la question, vivre dans la rancœur et le ressentiment n'est-il pas source de souffrance? Comment dépasser la haine que l'on éprouve pour celui ou celle qui nous a blessés? De l'infidélité aux crimes les plus odieux, de la maltraitance infligée par un parent au meurtre d'un enfant ou d'un conjoint, tout est-il pardonnable? Si oui, que peut nous apporter ce pardon et comment y parvenir? Il y a Mme Béatrice Voirin, qui est psychothérapeute française, qui dit « Ma réponse est oui. Je suis, en tant que thérapeute, convaincu que l'on peut tout pardonner. Je pense même que plus la blessure est grave et plus le pardon peut être un facteur utile pour retrouver sa liberté et son bien-être psychologique. Mais attention, je parle ici d'un pardon qui se rapproche plus du concept de la résilience que de la notion religieuse qu'on nous a souvent inculquée. » Il faut faire une nuance, Pierre, entre le pardon et la vengeance. Ah, mais si tu veux te venger, dire que quelqu'un c'est complètement à l'opposé. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, si tu acceptes de pardonner, puis il y a des gens qui veulent, tu sais, ils pardonneront pas, mais ils veulent se venger aussi. Oui, je suis sûr qu'on a peut-être tous passé par là. Madame Voirin continue en disant « Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est réussir à apaiser la blessure suscitée par autrui. C'est au fond assez égoïste. C'est se dire « Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé de douloureux et du mal que l'on m'a fait quand j'étais enfant, par exemple. Mais je peux, à partir de maintenant, décider de ne pas avoir à payer la double peine et la douleur d'avant et la douleur maintenant. Et je suis responsable du chemin que je vais prendre. » Une façon, poursuit Mme Béatrice Voirin, de reprendre sa vie en main, de ne plus laisser le bourreau guider notre vie. Ce à quoi s'est employé Xavier, qui a 43 ans, battu par son père lorsqu'il était enfant. Il nous dit « J'ai mis des années à ne plus ressentir cette colère, refusant de voir mon père, même au plus fort du cancer qu'il avait développé. Et puis, à quelques jours de son décès, j'ai compris que si je laissais cette haine prendre le dessus, je permettais finalement à mon père d'avoir le dessus, même mort. Alors, je suis allé le voir une dernière fois et j'ai fait la paix. Je n'oublie rien, je n'excuse rien, mais j'ai pu pleurer sur sa tombe et je me suis délesté de ces sentiments qui m'empêchaient de vivre. Je ne sais pas si j'ai pardonné, mais je ne lui en veux plus et depuis, je vais mieux. » Ben, c'est différent parce que ça, c'est la personne qui a subi, mais c'est quand que c'est un conjoint ou... je ne sais pas si c'est la même chose. L'exemple, ça serait les gens qui ont perdu un membre de leur famille dans l'écrasement des 2 taux le 11 septembre. Je ne sais pas, ça doit prendre du temps. Oui, mais il y a plusieurs degrés aux blessures qu'on subit. Madame Béatrice Voirin continue en disant « Pardonner implique de ne plus accepter d'être une victime au quotidien et c'est parfois difficile. Le libre choix de pardonner incombe en effet toujours à la victime. Et plus la souffrance a été grande, plus c'est difficile. Certains ne peuvent pas le faire parce que cette haine, cette colère leur sert de béquille et de motivation pour continuer à vivre. » C'est le cas pour Cathy, qui ne parvient toujours pas à tirer un trait sur l'infidélité des années durant
de son ex-mari. Elle nous dit, depuis 5 ans qu'il m'a quitté pour une femme qu'il fréquentait, donc bien avant qu'on se sépare, je n'arrive pas à cesser de lui en vouloir. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission, si tu ne m'en veux pas. Non, je t'en veux pas, puis on peut te pardonner d'arrêter tout de suite. On t'absout tout de suite. C'est donc, peut-on tout pardonner? On poursuivra plus tard à l'émission. Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous parle du consentement aux soins. À l'Espresso à l'Angers, nous poursuivons avec la question « Peut-on tout pardonner ?» Vous entendrez aussi en chanson « Reste avec moi » de Pépite et « Sur la commode » de Volzovitch. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. Je suis accompagné maintenant de Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, d'Action Autonomie, et tu vas nous faire une chronique aujourd'hui sur le consentement aux soins en santé mentale, mais aux soins en général aussi. Oui. En fait, c'est très important parce que c'est probablement un des droits qui est le moins bien compris et le plus systématiquement bafoué que celui au consentement. Oui, au consentement. Pourtant, oui. c'est tellement... c'est comme... ça va de soi, là. Il me semble que tous les gens auraient droit à ça. Tous les gens, effectivement, ont droit à ça. L'article 11 du Code civil du Québec est très clair. Il dit « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. » Il dit bel et bien nul. Il ne dit pas nul, sauf les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il dit nul. Personne n'est présumé inapte à consentir, à moins qu'on en ait fait la démonstration devant un tribunal. On a comme l'impression que quand quelqu'un se sent pas bien, on dirait que la personne comme sent qu'elle n'a plus ses droits, mais c'est pas le cas. Elle devrait justement être capable de concevoir, de consentir en fait aux soins. Là. Au contraire, une personne, même quand elle est privée de sa liberté parce qu'elle est considérée dangereuse pour elle-même ou quelqu'un d'autre, elle conserve quand même le droit à consentir à ces traitements. Mais à ce moment-là, comment elle peut faire? Est-ce qu'il y a une façon de... Parce que si elle n'est pas tout à fait elle-même ou c'est pas dans son état normal. En fait, c'est la responsabilité, selon nous, des établissements de respecter les lois qui les régissent. Parce que ça, c'est aussi soumis... le fonctionnement des établissements est soumis à la loi sur les services de santé et les services sociaux. Et il y a plusieurs articles dans cette loi-là qui concernent l'aptitude à consentir et le consentement libre et éclairé aux soins. Donc, les hôpitaux connaissent ça. On peut pas demander aux gens de connaître la loi sur le bout de leurs doigts dans des circonstances comme celle-là, mais les hôpitaux qui appliquent ça quotidiennement sont habitués de faire affaire. Ils devraient mettre en place des protocoles qui font en sorte d'être capables d'obtenir le consentement des personnes systématiquement et de ne pas procéder quand la personne refuse. Donc ils devraient même faciliter, ou en tout cas, ils devraient avoir la charge
un peu de devancer ou d'être à l'avant-plan là, envers la personne. D'autant plus que le consentement ou le refus de traitement, c'est quelque chose qui est assez connu et assez bien appliqué en santé physique. Par exemple, une personne qui est atteinte de cancer, mais qui, pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, refuse de recevoir des traitements de chimiothérapie, généralement, on va respecter son choix. Il y a aussi des gens, par exemple, les témoins de Jéhovah, qui refusent les transfusions sanguines. Ouais. Ben, on ne va pas forcer par les tribunaux un témoin de Jéhovah à obtenir malgré tout une transfusion sanguine, même si le fait de ne pas en avoir peut amener son propre décès, comme on l'a vu récemment dans le cas d'Héloïse Dupuis. Donc, généralement, en santé physique, on est plus porté à respecter la capacité, le droit de consentir, d'accepter ou de refuser un traitement. Mais c'est pas le cas en santé mentale. Jean-François, est-ce que tu peux dire qu'il y a un moment où ça a été mis de l'avant? Est-ce qu'on a toujours eu un consentement ou si, à un moment donné dans l'histoire, on a dit, les patients ont le droit, les gens, les individus, en fait, les personnes ont le droit à consentir à des soins? Ça apparaît progressivement dans le Code civil à partir des années 30. Avant ça, les médecins, les communautés religieuses sont présentes aussi, puis particulièrement là, dans ce qu'on appelait les asiles d'aliénés, ont une autorité qui est indiscutable et qui ne peut pas être mise en question. Donc, les gens, comme on dit chez nous, passent par là, puis on ne leur demande pas leur avis. Mais à partir des années 30 et dans les différentes réformes du Code civil qui ont suivi, on reconnaît de plus en plus ce droit à consentir et donc ce droit à refuser des soins aussi. Mais ce qui se passe en santé mentale, c'est qu'il y a un mode qu'on appelle l'inaptitude du désobéissant. Quand une personne consent, même tacitement, en comprenant pas trop, à un traitement, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions sur sa capacité à consentir. C'est quand elle refuse que là, il y a une difficulté. Et on dit, finalement, implicitement, on dit la personne est folle et c'est sa folie qui l'empêche de voir tous les avantages qui pourraient découler du traitement qu'on lui propose. Et donc, il faut aller demander au tribunal de la forcer à suivre ces traitements-là. Ce qu'on fait à peu près jamais dans des cas de santé physique, mais dans les cas de santé mentale, on le fait très, très souvent. On l'a fait à Montréal en 2017 plus de 600 fois. Est-ce qu'à ta connaissance, les proches peuvent consentir au nom de la personne ou ne pas consentir au nom de Est-ce que c'est reconnu, ça, d'avoir un consentement qui est comme par extension à quelqu'un qui est proche de cette personne-là? Ben ça s'improvise pas. C'est possible qu'une personne soit nommée le curateur d'une autre personne, qu'il y ait ce qu'on appelle un régime de protection. Quand une personne a vraiment des incapacités sévères et persistantes, on peut dire, là, des déficiences intellectuelles ou des choses comme ça, il se peut qu'une personne soit nommée son curateur et à ce moment-là, c'est cette personne-là qui a la capacité à consentir. Mais ça doit être légal, là, ça doit pas être improvisé comme tu dis. C'est ça, mais ça peut pas apparaître là, spontanément c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est parent ou qu'on est frère, sœur de la personne. Et qu'à un moment donné, la personne a un épisode psychotique, ben, elle perd pas pour autant sa capacité à consentir. Donc, donc, la seule façon de la forcer à recevoir un traitement pour lequel elle n'a pas consenti, c'est de demander et d'obtenir l'autorisation du tribunal. Ce qui se fait systématiquement dans les cas de refus, ce qui ne se fait jamais dans les cas où les gens acceptent le traitement, même s'ils pourraient avoir besoin d'assistance pour faire un choix libre et éclairé. Et ça se fait pas toujours non plus dans les cas où les personnes sont en rupture temporaire, mettons, avec la réalité, où elles ne sont réellement pas en état de donner un consentement libre et éclairé pendant du moins un certain temps. À ce moment-là, on est porté dans les hôpitaux à passer par-dessus ça et à se dire, procédons, puisqu'elle n'est pas capable de consentir, on ne lui demandera pas son consentement, tout simplement. Alors que normalement, dans tous ces cas-là, qui sont quand même nombreux dans le quotidien là, des unités de psychiatrie, il faudrait aller devant le tribunal pour demander ce qu'on appelle une autorisation judiciaire de soins
pour faire en sorte de soigner la personne sans son consentement. Mais si la personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle soit mieux avant? C'est ça, carrément ça? Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas procéder, c'est ça? Là. Et le problème, c'est que dans le réseau de la santé mentale, en particulier, dans le réseau de la santé en général, on n'a pas de temps. Ouais. On ne veut pas perdre de temps. On veut procéder le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, on escamote cette étape-là. Et très souvent, surtout quand la personne n'a pas de proches, n'a pas de famille, n'a pas de réseau, est isolée, on va procéder et on va la médicamenter sans avoir obtenu son consentement. Et il n'y a pas de conséquences pour ceux qui ont fait ça? Il n'y a jamais de conséquences, effectivement, parce que les gens ne savent même pas souvent qu'on a bafoué leurs droits. Et on s'adresse souvent pour faire la plainte, puis c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Les commissaires aux plaintes peuvent éventuellement recevoir ces plaintes-là, mais il faut encore le savoir. Ouais. Et les gens ne le savent pas. Et quand on procède à des autorisations judiciaires de soins, on va passer devant le tribunal avec la personne, mais on va parler de toutes sortes de choses très souvent, mais pas de la capacité à consentir. Alors que c'est le critère numéro 1 pour lequel il faut faire une démonstration indiscutable, en quelque sorte, là, de l'incapacité à consentir, mais on va parler de toutes sortes de choses. On va parler de risques d'itinérance, on va parler de dangerosité, de problèmes d'hygiène, d'alimentation, de pertes cognitives, de problèmes de comportement, et tout ça, c'est des choses qu'on se propose de régler, pas avec des interventions humaines, mais avec des médicaments. Et on dit, la personne veut pas prendre ces médicaments-là, très souvent parce qu'elle les connaît, ces médicaments-là, elle connaît les effets secondaires très, très importants qu'ils produisent dans son cas particulier. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle le refuse. Donc, elle a parfaitement la capacité à consentir et elle fait un choix très éclairé en se disant « Non, je veux pas ce médicament-là parce que ce médicament-là, il me nuit plus qu'il m'aide. Ouais. » Mais le médecin, lui, il n'est pas de cet avis-là. Il dit « Non, le médicament, il t'aide. Tu le sais pas, tu le comprends pas, mais il t'aide quand même. » Dans celle-là, c'est qui gagne? Et c'est toujours le médecin. C'est ça. Il y a des gens qui se font dire « Si tu n'acceptes pas ce traitement-là, on va te forcer à le subir. » Et là, il n'est absolument plus question de capacité à consentir. Il est clair que la personne a la capacité à consentir, mais on n'en parle jamais devant les tribunaux. Et sur 239 dossiers qu'on a étudiés plus en détail pour l'année 2017, il y en a eu seulement 2 requêtes d'autorisation judiciaire de soins qui ont été refusées par le tribunal. Toutes les autres ont été acceptées. Et dans un des deux cas, il y avait eu une médiation avec le juge. La personne disait, finalement, je vais aller prendre les médicaments. Donc, le juge a dit, parfait, si vous les prenez librement, on n'autorisera pas le traitement, mais si jamais vous changez d'idée, l'hôpital va revenir et on va vous forcer. Et l'autre, c'était un débat d'experts. Est-ce que la personne a telle maladie ou ne l'a pas, etc. Mais dans aucun cas, il a été question de faire une preuve prépondérante de l'incapacité d'une personne à consentir. Les médecins ne le font pas, les hôpitaux ne le font pas, les juges ne le demandent pas et ils accordent ces autorisations-là de façon systématique. Et à notre avis, ce sont des jugements qui ne respectent pas l'esprit de la loi parce que la seule raison pour laquelle on peut forcer une personne à subir un traitement, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité d'y apporter son consentement. Si elle a la capacité d'y apporter son consentement, même si le fait de ne pas subir le traitement peut nuire à sa santé, peut même entraîner son décès, comme dans le cas des transfusions sanguines des témoins de Jéhovah, il faut respecter cette loi-là. Mais en santé mentale, on ne respecte rien, on est autoritaire et on force les gens systématiquement, au moins 600 fois par année à Montréal en 2017, à subir des traitements qu'ils ne veulent pas subir. Chez Action Autonomie, avez-vous, parce que c'est quand même traumatisant pour les personnes qui vivent ça, ils se sentent moins que rien. Avez-vous des témoignages ou des gens qu'est-ce qui reste comme problématique? Ça cause un problème quand même. Oui, en fait, un des effets pervers que ça a, c'est que les gens ne veulent plus se faire soigner. Ils veulent plus aller à l'hôpital. Et souvent, ils ont besoin de soins. Ils ont besoin d'aide réellement. Ils n'ont pas besoin d'autoritarisme puis de contraintes, mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de l'expertise du personnel soignant. Mais ils ne veulent plus y aller. Ils préfèrent ne pas y aller plutôt que d'avoir affronté cette situation-là encore. Il y a une personne qui nous a déjà dit, moi, je préfère mourir dans la rue que de retourner en psychiatrie dans ma vie. C'est quelque chose. Parce que quand on sait que c'est souffrant aussi, des problèmes psychiatriques, c'est pas facile à vivre, mais de comparer ça comme ça, effectivement. Donc, écoute,
c'est dommage. J'espère que ça va, à force d'en parler, j'espère que ça va nous aider quand même à améliorer notre société, les soins et tout ça. Peux-tu nous rappeler les coordonnées d'Action Autonomie? Vous êtes là toujours pour quand même de façon, c'est 5 jours semaine, je pense, vous êtes rejoignable par téléphone. C'est ça, on est ouvert aux heures normales de bureau et on peut nous rejoindre au 514-525-5060 et on a aussi notre site internet qui est le www.actionautonomie, en un seul mot, .qc.ca. Donc, pour toute question droit en santé mentale, même des interrogations, si quelqu'un n'est pas sûr, des fois, il peut vous appeler, vous allez certainement pouvoir le référer. Mais absolument, on fait de la référence à d'autres organisations. Là. On est très à l'écoute des gens. On est très à l'écoute. Là. Tout le monde est bienvenu pour venir nous parler. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été des nôtres encore une fois. Merci beaucoup. Bonne continuation. À la prochaine. Merci. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. De retour au micro avec l'Espresso allongé, le sujet abordé plus tôt, la question « Peut-on tout pardonner, Pierre? » Donc, oui. Tu nous as mentionné plusieurs informations, mais tu as d'autres choses à nous révéler. Oui. Ben, en fait, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Caroline Ferrand-Desage, qui est journaliste et auteure française. Oui, peut-on tout pardonner? C'est une bonne question. Tantôt, j'avais fini en vous parlant de Cathy, qui avait été plaquée par son mari, comme on dit, pour une autre femme, une femme que son mari fréquentait donc depuis un bout de temps. Et Cathy disait « Je n'arrive pas à cesser de lui en vouloir. Et je sens que d'une certaine manière, cette colère est devenue ma compagne. D'après ma psy, j'ai peur de m'en défaire parce qu'une fois que je ne ressentirai plus cela, que me restera-t-il de notre mariage? J'ai l'impression que mes sentiments négatifs ont pris toute la place et que de m'en débarrasser, c'est accepter le vide. C'est accepter que lui s'en sorte et non moi. Et en même temps, je suis consciente de faire du surplace. Et tant qu'on ne lâche pas le morceau, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais on s'en sort pas finalement. D'en vouloir à des gens, ça nous mine, c'est ça? Hein? Oui, c'est difficile. Par contre, il y en a d'autres qui se sont servis de cette colère-là, je dirais de façon positive. Ils ont comme investi leur colère en énergie pour faire des pas en avant. Quelque chose de positif. Mais ça, on pourrait même revenir là-dessus. Ouais. Mais Mme Béatrice Voiré nous dit « Dans les cas où le pardon est trop difficile à accorder, il faut laisser faire et attendre qu'un jour, peut-être, on pardonnera ou peut-être pas. C'est un libre choix qu'il faut toujours accepter sans juger. » Un avis partagé par la psychanalyste Laura Gélin. « Je n'aime pas tellement ce mot pardon, dit-elle, trop empreint de morale religieuse. L'injonction au pardon peut provoquer pas mal de culpabilité chez ceux qui n'y parviennent pas. Notre rôle en tant que thérapeute est d'accepter le patient dans l'état où il se trouve. Pardonner est en effet souvent salutaire, mais pour certains, ce n'est tout simplement pas encore le bon moment. Je crois surtout, dit-elle, que le pardon ne se décide pas. Il est le résultat d'un processus et d'un cheminement. Pour dépasser sa colère et sa haine, il faut avoir accepté de traverser ses émotions et les avoir ressenties. Parce qu'il peut y avoir aussi de la haine inconsciente aussi. Et ça peut être paralysant. C'est sûr, des fois, c'est pas juste à l'intérieur. Tu peux vouloir dans ton cerveau, mais ton corps ne suit pas non plus. Là. Ton corps, il est juste rétif, puis il est toujours... Mais moi, je trouve que c'est important de passer par la colère consciente. Même si c'est douloureux, je pense que c'est une étape qu'il faut traverser. C'est une étape de guérison, en tout cas de rétablissement. C'est normal dans un événement tragique que tu es victime, puis c'est pas de ta faute. Puis le temps souvent arrange les choses. Dans tous les cas, c'est temporaire, on peut dire. Un exemple de ça, il y a un film qui s'appelle 22nd of July qui met en lumière les attentats en Norvège. C'est un film qui est pas mauvais. Et la deuxième heure, c'est beaucoup les gens qui reprennent leur dignité, leur honneur quand ils viennent témoigner puis dire ce que les faits de... Oui, ce que ça leur a fait. Là, que malheureusement, Anders Breivik et leurs blessures, qu'est-ce qu'ils ont subi. C'est un peu comme ce que tu dis, tu sais, ils accepteront jamais qu'il a ruiné une partie de leur vie. Moi, je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais en fait, je dis ça, mais... en parlant, ça aide quand même. Oui, mais si c'est un malade psychiatrique, je pense que ça a été prouvé. Alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir longtemps? Ben oui, parce qu'il a ruiné des vies. Puis c'est un peu reprendre ta dignité et ton honneur. C'est ça beaucoup que tu reprends. Ton honneur. Tu ruineras pas toute ma vie. Là,
En tout cas, je vais poursuivre l'article. Madame Béatrice Voirin dit « Pardonner, ce n'est pas excuser, ni même absoudre. Ce n'est pas non plus nier la faute, c'est la décision de ne pas et de ne plus vouloir se venger et de ne plus souffrir. Cela n'implique pas, dit-elle, non plus de vouloir relativiser l'agression, ni même de devoir se réconcilier ou recevoir des excuses, même si les excuses sont souvent très salvatrices. On pardonne pour soi avant tout, pour se libérer soi-même de la haine et du ressentiment. » Les psychologues évoquent à ce titre un documentaire réalisé sur le chemin d'une femme vers le pardon qu'elle voulait accorder à l'homme qui avait assassiné son fils et qui attendait dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. C'était bouleversant et passionnant. Elle racontait en être sortie tellement apaisée et fière aussi. Pour Béatrice Voirin, pardonner ne veut par ailleurs pas dire ne pas punir, sûrement pas, mais ça c'est le rôle pour les cas les plus graves de la justice. Elle est là pour ça et heureusement. Dans les faits, conclut Mme Voirin, pardonner se fait la plupart du temps en 2 temps. Il y a d'abord ce moment où la personne prend conscience qu'elle est encore victime et prisonnière du ressentiment et du désir de vengeance et que le prix à payer est fort. Ensuite, il faut procéder à une intégration profonde de la démarche du pardon. Cela implique de changer notre regard sur le monde et sur ce qui s'est passé. Puisqu'on ne peut pas modifier ce qui est arrivé, on peut modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous est arrivé. Et pour ce faire, la thérapeute recommande la pratique de l'hypnose, entre autres. Margot, par exemple, 32 ans, est parvenue à sortir de l'enfer dans lequel une agression dans la rue l'avait plongée. En parvenant à ne plus éprouver de terreur, dit-elle, à ne plus être obsédée par ce qui m'était arrivé, j'ai peu à peu réussi à ne plus haïr celui qui m'avait fait ça. Je pensais que je n'y arriverais jamais, mais il est sorti de ma vie. Je ne lui souhaite pas de mal et pas spécialement de bien non plus, mais il n'est plus une obsession. Finalement, Mme Voirin dit « C'est beaucoup plus facile de pardonner après avoir été reconnue comme victime. » Alors, je m'arrête ici et l'article s'appelle « Peut-on tout pardonner? » Oui, éventuellement, il reviendra, comme tu disais. Je pense qu'il y a des choses positives à ressortir de tout ça. Merci beaucoup, Pierre Laporte. Merci, Ghislain Malo. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. On conclut ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on y va avec les chansons entendues cette semaine. Oui, bien sûr. En début d'émission, on a entendu Vampire de l'Est. De Raphaël Dénommé. On a pu entendre 2. D'Alpha Rococo. Oui, dans le deuxième demi, on a entendu Reste avec moi. De Pépite. Et à l'instant, Sur la commode. De Volzovitch. Voilà. J'espère que je l'ai parfaitement. Ben oui, tu l'as parfaitement. Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. Et également pour ta participation au micro. Merci Pierre Laporte également à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que tes blocs Espresso où tu nous as posé la question peut-on tout pardonner? Alors merci beaucoup pour tout ça. Notre collaborateur en début d'émission, un nouveau collaborateur en fait, Carl Boulian, nous a parlé d'épuisement professionnel, du burn-out, donc il va nous revenir avec une prochaine chronique très prochainement. On a eu également Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a parlé du consentement aux soins. Alors c'était le menu de Folie douce cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop,